Voilà, donc je m'appelle Christophe de Dinchin, je vais vous parler de containers sécurisés. Alors j'ai essayé de traduire comme je pouvais. En anglais c'est confidential containers. Mais si je dis container confidentiel, vous allez penser qu'il y en a trois qui se courent après. Donc j'ai préféré le terme sécurisé. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit essentiellement de crypter la mémoire vive à la volée et de faire un certain nombre d'autres protections. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Eh ben déjà, pourquoi est-ce que vous auriez envie de révéler vos données à n'importe qui? Et les données en mémoire vive, tout le monde peut les voir en fait. Donc le confidential computing, c'est une plateforme qui permet entre autres de chiffrer la mémoire. Donc pour ceux qui sont assez vieux, vous vous souvenez peut-être des débuts de Canal+ crypté. Ça passe par une intégration à Kata Containers et un aspect en particulier dont on parlera, c'est comment sécuriser le téléchargement des containers. Et puis il y a quelque chose, une technologie importante dont je parlerai qui s'appelle l'attestation. Et ça, c'est en gros vérifier de quoi on est en train, enfin ce qu'on est en train d'exécuter et la plateforme sur laquelle on est en train de l'exécuter. Donc faire en sorte que vous ne faites du travail que si vous êtes sûr que vous le faites sur la bonne plateforme. Et puis on va voir que ça a un impact sur la séparation des domaines de sécurité. Et finalement, le gros problème, c'est que comme tout en informatique, dès qu'on rajoute de la sécurité, ça coûte assez cher. Alors c'est un projet en fait qui est assez actif. Donc l'URL, vous la voyez là-haut, GitHub Confidential Containers, qui est devenu récemment un projet qui fait partie du CNCF, Cloud Native Computing Foundation. Ça fait à peu près un mois, donc on est en ce qu'on appelle sandboxing, la phase de départ. Mais vous voyez qu'il y a déjà pas mal de gens qui travaillent dessus, qu'il y a 17 repositories GitHub déjà. Donc ça commence déjà à grossir pas mal et à devenir relativement compliqué. Donc en gros, le message aujourd'hui, ça va être « on a besoin de votre aide ». Alors, quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est que vous pouvez bien faire confiance à quelqu'un, mais en général, ça ne veut pas dire que vous allez lui donner les clés tout de suite. Or, la mémoire dans votre ordinateur, eh bien, c'est essentiellement tout est libre. Alors, on va faire une petite reconstruction historique un petit peu de comment est-ce qu'on est arrivé au container et à tous ces trucs-là. Le machin qui compte vraiment au départ, c'est votre soft, c'est ce que vous voulez faire tourner. Donc vous avez un certain nombre de ressources en dessous pour le faire tourner. Vous avez disque, réseau, CPU, mémoire, etc. Le problème, c'est que quand il y en a d'autres qui veulent utiliser votre ordinateur, donc il y a leur logiciel à eux, il y a plein de logiciels qui tournent, et là ça devient le bazar, donc il faut gérer un peu tout ça. Donc vous mettez en dessous ce qu'on appelle un système d'exploitation, qui est chargé de vous isoler les uns des autres, et de mettre des barrières. Alors ensuite, on peut avoir des mécanismes dans le système d'exploitation. Le plus connu, c'est le plus ancien, c'est probablement chroot, qui permettent de sortir une partie des ressources à votre usage plus ou moins exclusif. Et donc ça, c'est comme ça qu'on va construire les containers. En fait, c'est en sortant les ressources. Alors une autre approche, c'est d'isoler complètement un environnement avec ce qu'on appelle une machine virtuelle qui va reproduire une machine physique, qui va faire semblant d'être un ordinateur. Je dis parfois que c'est The Matrix pour les ordinateurs. Et donc la plus connue dans le domaine du logiciel libre, c'est QEMU, et un accompagnant souvent, c'est un truc qui s'appelle libvirt qui permet de gérer ça de façon un peu plus simple. Au niveau noyau, c'est supporté par les technologies, notamment une qui s'appelle KVM, et donc votre logiciel maintenant, il va tourner par-dessus. Alors vous pouvez donc soit faire des isolations qui sont gérées complètement par le système d'exploitation. Ça, c'est ce qu'on fait dans le cas des conteneurs. L'avantage, c'est qu'on peut en empiler vraiment beaucoup et que ça coûte pas cher. Et puis, du coup, ça a donné tout un écosystème, donc avec une marketplace, etc. Donc là, évidemment, je fais de la pub pour la marketplace Red Hat, mais c'est pas la première ni la plus connue, forcément. Et puis, vous avez besoin de gérer tous ces conteneurs qui s'allument, qui s'éteignent, qui changent, qui tombent en panne, etc. Et donc, tout ça, vous avez besoin d'une couche d'orchestration qui va gérer tout ce bazar et faire en sorte que ça marche à peu près ensemble. Alors, soit dit en passant, la virtualisation au départ, ça va être créé en particulier pour les vieilles applications, celles qu'on ne veut pas justement mettre sous forme de conteneurs. Donc, du coup, on fait un peu un retour à la case départ et on a des outils qui permettent, entre autres, de gérer les machines virtuelles avec de l'orchestration. Bon, ça c'est en gros à peu près l'historique et le landscape. Alors, qu'est-ce que c'est que l'informatique sécurisée, donc confidential computing? Eh bien, en fait, la question c'est, est-ce que votre hébergeur, est-ce que votre hôte peut voir vos données? Donc, vous avez un hébergeur quelconque qui va héberger des machines virtuelles. Donc, c'est lui qui est propriétaire des ressources physiques. C'est lui qui a les disques, les vraies cartes mémoire, etc. C'est ces ingénieurs à lui qui les installent.
Et puis par-dessus, vous allez faire tourner tous vos containers. Alors, le truc, c'est qu'en fait, il y a bien une isolation qui est fournie par le système d'exploitation et tout ça, mais au départ, ça a été contenu pour protéger l'hébergeur du bazar que vous faites dans vos conteneurs. Vous essayez d'attaquer l'hébergeur, et on en a entendu parler tout à l'heure avec tout un tas d'attaques. Normalement, Linux, il est là pour essayer d'empêcher que vous puissiez aller directement écrire sur le disque du voisin ou faire ce genre de bêtises. Dans l'autre sens, il n'y a pas grand-chose. Donc il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui empêche votre hébergeur d'aller regarder dans votre conteneur et de dire tiens, c'est quoi dans la mémoire, qu'est-ce qui se passe, où sont les mots de passe, etc. En gros, vous faites un gros dump mémoire et vous voyez presque tout. Alors du coup, ça a une application au niveau marché, c'est que vous mettez des concurrents genre Apple et Samsung, vous essayez de les mettre sur la même infrastructure, ils vous font signer des paquets de contrats qui sont pas smart du tout, hein, des contrats écrits par des lawyers en bon papier, imprimés en tuant de vrais arbres, et même comme ça, vous arriverez en général pas à les mettre sur les mêmes machines, donc il va falloir avoir des machines qui sont physiquement isolées, c'est compliqué, ça coûte cher, ça embête tout le monde. On va essayer de corriger tout ça. Alors aujourd'hui, tout ce qui est donné sur disque et donné en réseau, en général, si vous n'êtes pas complètement branque au niveau de la sécurité, vous avez déjà sécurisé ça, vous chiffrez vos disques, vous cryptez vos données. Si vous n'avez pas le petit icône, vous savez HTTPS, le petit cadenas, bon bah vous n'allez pas sur ce site. Si en plus il affiche le numéro de sécurité sociale, c'est 2 fois non. Bon, donc ça c'est à peu près géré. Ce qui manque effectivement, c'est si vous avez des données un peu secrètes en mémoire, comment faire pour que si quelqu'un va regarder en faisant simplement un kernel dump, un cat de /proc, je sais pas quoi, etc., il n'ait pas accès directement à tous vos mots de passe en clair pendant qu'ils sont en train d'être traités. Alors l'encryption qui est là est particulièrement robuste, hein, des spécialistes reconnaîtront. Alors il y a d'autres problèmes en réalité. C'est pas aussi simple que simplement crypter la donnée. Et AMD, qui est le premier à s'être lancé avec une technologie qui s'appelait SEV, eh ben ils s'en sont aperçus un peu tard. C'est-à-dire que Security by Design, eux, ils avaient carrément sorti les processeurs. Et après avoir sorti les processeurs, oups, tiens, on a oublié de faire ça. Alors les deux choses qu'ils avaient oublié de faire, qu'ils ont rajoutées dans des itérations ultérieures, c'était de protéger l'intégrité du contenu de la mémoire. C'est-à-dire que ça suffit pas d'empêcher qu'on la lise, il faut aussi pas qu'on puisse la changer. Alors si vous écrivez des zéros dans de la mémoire cryptée, vous avez peut-être des trucs pas cryptés derrière, mais vous pouvez sans doute faire planter de soft-key dedans. Vous pouvez changer l'état des registres, etc. Donc ils ont corrigé ça avec une deuxième version qui s'appelait SEV-ES, pour Encrypted State. Et puis, il y a eu des trucs plus subtils, comme des attaques sur les interruptions, des choses comme ça, et le fait de pouvoir partager les pages de mémoire, enfin tout un tas de trucs encore un petit peu plus subtils. Donc ils ont fait une troisième itération qui s'appelle SNP, Secure Nested Pages, qui est la génération actuelle. Et puis pour finir, donc c'est une fois que vous êtes à peu près content sur le fait qu'à l'intérieur de votre container, ce que vous faites, c'est protégé, il faut encore que vous accédiez, vous démarrez donc votre container, il va falloir que vous accédiez à des secrets, etc. Comment vous obtenez ces secrets? Comment est-ce que la partie qui va vous donner des secrets, c'est que c'est bien vous? Et comment vous savez que vous êtes sur une plateforme en laquelle vous avez confiance? Donc ça, c'est l'attestation. Et c'est l'attestation des ressources physiques, mais aussi l'attestation des charges qui sont à l'intérieur des conteneurs. Attestation, c'est un processus, c'est un terme très général qui est décrit en gros, je veux pouvoir vérifier que je suis en train de parler à la bonne personne. Alors, quels sont les vendeurs sur le marché? En gros, ici sont tous un petit peu mis. Ça a commencé par AMD à ma connaissance, avec donc SEV Secure Encrypted Virtualization. SEV-ES a rajouté, comme je vous l'ai dit, une protection de l'état du CPU. SNP a travaillé sur l'intégrité des interruptions et de la mémoire. Intel, ils sont arrivés plus tard, mais du coup, ils ont pu bénéficier un petit peu des erreurs qu'avait fait AMD pour un truc qui s'appelle Trusted Domain Extension. À ma connaissance, vous ne pouvez pas encore en acheter aujourd'hui, mais il y a des protos. IBM, par exemple, sur les S390, ils ont un truc qui s'appelle Secure Execution. Comme c'est IBM, ils font tout complètement différent des autres. C'est dans le firmware, c'est pas du tout pareil. Toujours chez IBM, la famille PA a un truc qui s'appelle Protected Execution Facility. ARM, il y a un truc qui est en cours de développement qui s'appelle Confidential Computing Architecture. Vous demanderez aux deux gens qui rigolent là-haut ce qu'ils en pensent. Et ce qui est commun à toutes ces technologies, c'est qu'elles sont très virtuelles dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, d'une part, que ça tourne en général avec des machines virtuelles, et d'autre part, que c'est encore un petit peu dans le nuage, mais vous savez, dans le nuage intellectuel. C'est pas complètement cuit.
Donc, il y a beaucoup de difficultés à résoudre encore. Et le problème aussi pour nous, implémenteurs, c'est que toutes ces technologies, évidemment, elles ne fonctionnent pas pareil. Donc, comme vous le voyez sur ce petit dessin, là, il y a des zombies partout. Pour prendre un exemple simple, l'attestation, il y en a qui veulent faire avant de démarrer la machine virtuelle, d'autres une fois qu'elle a démarré. Il y en a d'autres, IBM, ils veulent que ce soit le firmware qui le fasse. Donc tout ça, ça rend les choses très compliquées pour les pauvres gens chez Red Hat qui se disent comment est-ce qu'on va faire pour que pour l'utilisateur, ça soit tout pareil. Alors, la base pour l'implémentation dans les containers, c'est Kata Container qui fait tourner des containers dans des machines virtuelles. Puisque, comme je vous ai dit, les technologies de confidential computing, elles sont basées sur des VM. Donc, on va capitaliser là-dessus. Alors, donc vous êtes familier avec comment ça fonctionne, un container, donc en particulier quand on est dans un cas orchestration avec Kubernetes, etc. Vous avez des couches de logiciels, donc le kubelet, CRI, etc. Ça fait démarrer votre container. Le container, il a besoin aussi de réseau de stockage, donc vous avez un container runtime interface, container network interface, storage interface, et tout ça, ça va gérer les ressources qui vous sont fournies par votre hébergeur. Donc les disques, les images, les volumes, etc. Alors quand vous faites ça dans une VM, eh bien, essentiellement, vous avez un runtime qui va lancer un hyperviseur, par exemple QEMU. Ça va démarrer une VM. À l'intérieur de la VM, vous avez un agent. Et cet agent va lancer, lui, le container. Donc vous avez une couche d'isolation en plus. Donc c'est bien, c'est quasiment transparent, à 2 secondes de bout de près, et à plein de petits détails de trucs qui, quand ça ne marche pas, c'est par design. Donc, par exemple, on ne peut pas faire avec cette approche-là de container privilégié, et c'est fait exprès. Donc on est très content. Donc quand il y a un container escape, il escape dans un Linux dans lequel il n'y a même pas de /bin en général. Donc il ne peut pas faire grand-chose. Alors, tout ça pour dire que Kata Container, en gros, c'est l'écosystème des containers. On lance des containers de la façon classique, mais avec une isolation supplémentaire fournie par les machines virtuelles et dont on va se servir comme base pour faire des containers sécurisés. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Eh bien, en gros, les parties qui sont en rouge, là, sont les parties qui sont impactées. Donc, vous avez... Alors, j'aurais trop aimé être avec Kata et puis avec des bêtes PDF du XXe siècle, parce que j'aurais pu passer en français-anglais pour vous montrer les traductions que j'ai choisies. Donc, microgiciel, c'est comme ça qu'on dit officiellement firmware. Donc, bon, c'est firmware, donc, en fait. Donc, vous avez la couche basse avec le firmware et le matériel qui se distinguent de moins en moins bien sur certaines plateformes. Par-dessus ça, vous avez le noyau Linux. Alors, il faut là-dedans, évidemment, rajouter du support pour ce cryptage mémoire, ce chiffrage mémoire, etc. Vous avez aussi besoin de faire des changements dans les couches spécifiques pour lancer nos VM, donc le runtime et l'hyperviseur, pour être capable de mettre en place, ne serait-ce que passer les bonnes options pour démarrer une VM sécurisée. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que le boot d'une VM sécurisée est un petit peu compliqué. Et puis, on va aussi chiffrer tout ce qui est disque, image et volume pour vous. On va pas accepter que vous passiez des volumes de données non chiffrés dans ces environnements-là. Donc, en gros, vous avez 3 gros morceaux. Et je vous disais que ça change un petit peu les domaines de sécurité dans les containers, parce que vous avez ces 3 gros morceaux qui sont dessinés en gros, en rouge, en bleu et en vert. Donc, en rouge, vous avez tout ce qui est la plateforme sécurisée. C'est une infrastructure qui va être obligé de fournir un certain nombre de services à laquelle vous ne faites pas forcément confiance. Par exemple, l'hyperviseur n'est pas considéré comme quelque chose qui n'a pas de bug, qui ne peut pas être changé par l'hébergeur, etc. Donc il va falloir trouver une façon d'obtenir de la sécurité dans la partie verte sans faire confiance à la partie rouge. La partie en bleu, donc c'est l'hébergeur qui vous fournit toutes les ressources, etc. et qui gère donc notamment les ressources physiques. Là, pareil, vous ne lui faites pas confiance. Et la partie en vert, c'est la partie du locataire. Alors, en anglais, il y a 2 termes qui sont en combat. Il y a tenant et owner. J'ai tendance à dire plutôt tenant parce que ça insiste sur le fait qu'on essaye d'en mettre plusieurs sur la même machine et qu'ils ne se fassent pas confiance les uns aux autres. Mais vous avez donc la personne qui est propriétaire des données, elle est dans la partie verte. Et comme vous voyez, il y a à droite une partie, alors j'ai mis contrôleur, mais je sais pas très bien comment traiter. C'est en fait, en anglais, on dit relying party. C'est la partie qui va véritablement se charger de faire la validation de tout ce qui tourne dans votre container en vert.
Et donc, il va fournir notamment un accès aux clés, le serveur d'attestation, ce genre de choses. Et ça, pour le coup, ça tourne pas forcément dans ou a priori, ça tourne souvent pas sur l'infrastructure de votre hébergeur. Donc, la première phase pour ce projet, ça a été de faire une activation des couches matérielles de bas niveau. Donc là, on a notamment dû faire des changements au niveau du support matériel, du micro-logiciel, du noyau, du runtime. Donc tout ça, c'est des choses qui se sont faites en gros en 2020-2021 à peu près. En termes de patch dans le Linux, etc. On a bien avancé. Il y a encore des séries de patchs sur TDX qui sont loin d'être finies. Il y a des fabricants de matériel qui n'ont pas encore complètement fini leur partie. Mais on avance bien. Alors la phase 2 qui est importante pour le cas de Kata, c'est que en fait, les containers, si vous savez un peu comment ça marche à l'intérieur des containers, ben en fait, pour essayer de minimiser l'utilisation du disque, du temps de téléchargement, etc. Quand vous démarrez un container la première fois, il y a une copie de l'image locale qui est gardée, et quand vous en démarrez un autre avec la même base, ben vous n'allez pas télécharger toutes ces couches que vous avez déjà téléchargées. Donc c'est une belle économie, mais le problème c'est qu'on ne peut pas forcément faire ça si on ne veut pas que l'autre sache que vous êtes en train d'exécuter. Donc il faut qu'on trouve d'autres méthodes qui permettent en fait de faire le téléchargement directement depuis l'intérieur de la machine virtuelle. Ce qui veut dire que, tiens, c'est pas aussi facile de faire du caching. Donc là, je suis en train de proposer une approche où on va faire du caching au niveau de blocs cryptés. Et pour les couches, vous pourrez encrypter les couches, mais les encrypter pareil avec les mêmes clés. Et donc, il y aura en fait un système de caching sur le haut, mais il n'aura pas la moindre idée de ce que vous êtes en train de télécharger. Mais ça, c'est pas encore fait, donc c'est en train d'être développé. Et donc, évidemment, on va stocker les choses. La seule partie de tout le système qui verra les containers en clair sera dans la zone verte. C'est celle qui a les clés d'accès. Et donc l'attestation, c'est mesurer ce qui tourne. Alors ça, c'est compliqué à nouveau parce qu'il y a plein de variations, puisqu'il faut un support matériel là-dedans. Essentiellement, l'attestation, c'est un peu similaire, si vous voulez, aux principes qui sont utilisés avec Secure Boot ou des choses comme ça, où on va mesurer quelque chose et on va pouvoir vérifier ce qu'on mesure pour vérifier si je suis en train de démarrer quelque chose en quoi j'ai confiance. Le problème, c'est que le type de mesure qu'on peut faire, qui les fait, qui les transmet, etc., varie d'une plateforme à l'autre. En particulier, dans les deux grands changements, vous avez ce qu'on appelle la pré-attestation. Donc ça, c'est je mesure quelque chose avant même de lancer ma VM. Je vérifie que le Linux que je veux faire tourner, le initrd, etc., ont une bonne tête. Et là, je lance ma VM. Ça, c'est ce que proposait AMD au début. Puis en fait, c'est pas très pratique parce que très souvent, on a envie de pouvoir mesurer des choses à l'intérieur de la charge que vous êtes en train de faire tourner. Ou de faire de l'attestation continue pour vérifier, par exemple, qu'on n'a pas découvert une vulnérabilité sur votre charge. Donc, du coup, on est en train de se déplacer complètement vers ce qu'on appelle la post-attestation, mais aussi ce qu'on appelle aussi la remote attestation, donc pouvoir vérifier à distance et plus ou moins en continu. Ok, ce logiciel que vous êtes en train de faire tourner, il n'a pas tout à coup une faille de sécurité qu'on vient de découvrir et qui fait qu'on a envie d'éteindre. Voilà, donc se pose la question de qu'est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on le mesure, qui valide ça, et puis ensuite, on va, à partir de la mesure, si la mesure correspond à ce qu'on attend, on va révéler des secrets qui vont permettre, par exemple, de décrypter les disques de données ou de décrypter des images des containers. Alors, qu'est-ce que ça coûte tout ce bazar? Le chiffrage, ça empêche la déduplication, donc ça c'est vraiment le gros problème, puisque les images de conteneurs elles-mêmes doivent être chiffrées, donc elles ne peuvent pas être aussi facilement réutilisées, donc ça augmente les coûts de disque, mais aussi de réseau, parce qu'à chaque fois que vous lancez maintenant un conteneur, vous êtes obligé de retélécharger une nouvelle copie. Donc ça, c'est vraiment assez coûteux. Donc les disques aussi sont cryptés, ce qui flingue la plupart des algorithmes de déduplication qui existent aujourd'hui. Donc le coût de stockage augmente aussi. Et puis maintenant, comme on chiffre la mémoire, alors déjà, il y a un petit coût, il y a une petite latence, c'est pas complètement instantané de chiffrer la mémoire, mais un mécanisme comme KSM, qui est donc l'unification des pages identiques dans le noyau Linux, ça tombe à la poubelle, ça marche plus. Donc on a plus de mémoire, plus de disques, plus de réseau. Vous comprenez maintenant que c'est les fabricants de matériel qui se frottent les mains en disant c'est chouette, on va pouvoir vendre quelque chose de neuf qui va coûter beaucoup plus cher. Donc voilà, le slogan de Kata, c'est la vitesse des conteneurs, l'isolation des machines virtuelles. Alors c'est vrai pour les déploiements, on reste quand même sur un
un déploiement d'applications qui est similaire à ce qu'on fait dans le cas non kata, le cas non sécurisé. Par contre, donc le cycle de développement en particulier n'est pas trop impacté, mais la performance, elle change. Les coûts d'exploitation, ça change. Il faut plus de mémoire, mais on peut calculer combien. Donc par exemple, pour Kata Containers tournant sur Red Hat, on sait que c'est à peu près 350 mégas par pod. Donc c'est pas négligeable, il faut le compter, mais on sait à peu près combien c'est. Et l'informatique sécurisée va seulement rendre les choses pires parce que vous aurez tout ce qui est KSM, etc., qui va plus marcher. Et donc le coût en disque et en réseau est extrêmement élevé, mais en mode sécurisé, c'est aussi vrai des images, et donc ça fait le bonheur des OVH, des fabricants de matériel, etc. Voilà. Et puis, mentionnons quand même qu'il y a tout un tas de technologies sur lesquelles on travaille pour essayer d'accélérer les choses, notamment pour passer du matériel en direct, des accélérateurs en direct aux machines virtuelles, etc. Il y a plein d'articles de blog, j'ai pas eu le temps de les mettre sur la page. Voilà, donc c'est une vraie opportunité, il y a plein de trucs intéressants, c'est un projet très intéressant et très ouvert, donc si vous voulez faire de l'open source un peu bas niveau, voilà, n'hésitez pas à vous joindre à ce projet, à me contacter pour ça, et il est l'heure de passer aux questions. Évidemment. Alors, en fait, donc j'ai mis hyperviseur et j'ai mis QEMU entre parenthèses. C'est le choix que nous faisons dans la version OpenShift de Kata Containers qui s'appelle Sandbox Containers. Essentiellement parce qu'il y a plein de projets qui se sont dit « Oh là là, QEMU c'est trop gros, on va faire un QEMU plus petit, plus rapide, attaque surface plus petite, etc. » et qui du coup se retrouvent un peu beaucoup à la ramasse dans des coins, dès qu'il y a des cas compliqués de performance, des cas compliqués, le zéro copie ça va faire trop bien. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui marchent pas bien, sur le support du pass-through hardware ou des choses comme ça. Et donc, en pratique, quand ils se mettent à les rajouter, ils redeviennent aussi compliqués que QEMU. C'est ce qu'on a vu notamment avec Firecracker, c'est ce qu'on a vu avec des... Voilà. Alors, il y a du coup des gens chez Red Hat qui se sont dit c'est pas terrible cette situation et qui ont mis pas mal d'énergie derrière un truc qui s'appelle Rust VMM, qui est en gros l'idée d'essayer de modulariser les hyperviseurs en utilisant la modularité de Rust. Et donc du coup, on a des crates qui correspondent à tel ou tel besoin et c'est toi qui décides. Et ça, dans Kata, ça va apparaître avec Kata 3.0 où on est en train de mettre en place un hyperviseur qui s'appelle... à chaque fois le nom m'échappe, ça m'énerve. Bon, ça me reviendra dès que tu me demanderas tout à l'heure. Mais qui est en fait... Alors là, c'est un hyperviseur intégré en plus. C'est-à-dire de faire que le runtime et l'hyperviseur soient un seul morceau. Et même la partie qui accède le file system, VirtualUFS, etc., de mettre tout ça dans un seul process, pour plus se balader avec plein de process et qui puissent échanger de la mémoire plus facilement sans l'exposer à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas rentré dans les détails, mais pour l'accès au file system du hôte, on a besoin d'un truc qui s'appelle VirtualUFS, il faut partager la mémoire, et dans le cas des containers sécurisés, on ne peut pas le faire. Donc ça aussi, c'est en train d'arriver, c'est une problématique permanente, c'est une très bonne question, soit dit en passant. Je crois que Kata Container supporte actuellement 5 ou 6 hyperviseurs différents. Voilà. Mais hyperviseur n'en fait pas partie.
Oui, alors je vais répéter la question parce que je crains, comme je t'entends pas amplifié, je pense que c'est pas passé sur YouTube. Donc, en fait, pour résumer la question, on a cet équilibre entre VM et container qui oscille toujours un petit peu, où on a les containers qui sont vus comme moins sécurisés, les VM comme étant plus sécurisés. Est-ce qu'on va résoudre ce conflit un jour? Alors là, je peux prédire que la réponse est non. En général, l'informatique, on dit qu'on est binaire, mais on n'est pas du tout binaire. C'est-à-dire que on se débrouille pour qu'il y ait deux solutions incompatibles, par exemple Macintosh et MS-DOS, et ensuite on en invente une troisième, genre Linux. Voilà. Et ensuite la troisième prend. Voilà. C'est toujours comme ça. Et là, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire que les containers confidentiels, ça utilise des technologies de VM, mais c'est pas des VM et ça fonctionne pas exactement pareil. Pour prendre un exemple simple de comment ça fonctionne pas pareil, les instructions dont tu parlais qui permettent de rentrer dans une machine virtuelle, donc il y a des instructions qui permettent de créer une VM et en gros de lancer la VM. Pouf, il y a une instruction qui fait ça toute seule. Bon, eh bien, dans le cas de TDX, il y a une instruction nouvelle qui est codée exactement comme un VM Mentor, mais qui le fait dans l'autre sens, qui est appelé TDCall. Et en fait, c'est un petit peu comme si le TDCall c'était un VM exit, mais programmable, quoi. Est-ce que ça fait un appel, mais ça sort de la VM? Voilà. Donc ça va pas. Je pense qu'on va continuer à évoluer, voilà. Et les containers, c'était fait pour être légers par rapport aux VM. Nous, on fait des VM autour des containers parce que comme la loi de Moore nous permet du coup, on se dit tiens, c'est raisonnable, mais en fait, c'est complètement débile. On n'arrête pas de décider de l'un de l'autre. Donc ça va continuer. On a consommé tout le temps. Désolé, mais encore une fois, si vous avez retenu, il y a le cocktail. Vous pourrez encore poser des questions. Tu es là au cocktail, Christophe? Hein? Est-ce que quelqu'un a un doute? Ah, voilà. C'est filmé. Non, merci beaucoup à Christophe.